Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Mais on voulait faire une boîte qui soit responsable sur deux gros sujets, la planète et la société. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va super et toi ? Ça va bien, ça va bien. Nous enregistrons toujours à distance. Je ne sais pas si on en parlera, mais on a eu une petite épopée pour enregistrer cet épisode. On avait fixé une date et après j'avais eu une petite extinction de voix. Puis la maison de Mathilde a commencé à être hantée. Enfin bref, on rentrera pas dans les détails, mais on arrive enfin à se retrouver après que Kevin de Germinal nous ait mis en relation. Et du coup, je te remercie grandement d'accepter notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro, Mathilde. Merci à toi. Et Mathilde, tu connais un petit peu les traditions ici. Je vais te laisser à la fois te présenter et puis présenter Shine, bien évidemment. Alors oui, moi donc c'est Mathilde, je suis VP People and Culture chez Shine. Donc en gros, je m'occupe des gens, enfin du quotidien des gens. Enfin en gros, c'est DRH, mais tous nos titres sont à l'anglaise. Donc mon poste, ça va donc de la mise en place de nouveaux process ou la mise à jour, puisque ce qui marchait chez nous il y a 4 ans marche plus forcément aujourd'hui. La vie de l'équipe au quotidien dans les bureaux, les événements, et puis une partie légale, une partie aussi RSE assez importante. Et donc je suis chez Shine depuis maintenant un peu plus de 4 ans, depuis le début de l'aventure. Et donc Shine, c'est une entreprise aujourd'hui de un peu plus de 130 collaborateurs, collaboratrices. Et le produit de Shine, c'est un compte pro pour les indépendants et les petites entreprises qui leur simplifie la vie administrative via des outils comme la facturation, pas mal de choses qui s'ajoutent en fait aux produits bancaires pour qu'ils puissent se concentrer 100% sur leur job. Et alors, je suis hyper curieux de savoir, tu es dans un parcours où tu es dans l'entreprise depuis quasiment le début, si ce n'est le début, Ouais. donc tu as pris le poste de DRH. Tu faisais quoi au début ? Ah! Non, c'est trop bonne question parce que je ne faisais pas du tout ça. Bah oui, j'imagine bien. Oui, d'autant plus effectivement. Je suis arrivée, il faudrait que je calcule, on devait être 5-6. Et en fait, à la base, moi, je viens du marketing et de la communication. C'est une reconversion organisée. Donc au tout début de Shine, sur mon contrat, c'était écrit Chief Community Officer. Donc je m'occupais de la communauté en interne et en externe. Donc en interne, il n'y avait pas grand chose à faire, même si, ça prenait pas 100%. Et autrement, je m'occupais en fait des réseaux sociaux, de la communauté naissante de Shine, de la communication. Puis après, je suis passée au partenariat quand quand on a lancé le produit en fait en janvier 2018. J'ai dû faire 6 mois, 1 an au partenariat, toujours avec un pied dans les RH puisqu'en fait je me formais au fur et à mesure en parallèle. Et quand en fait la fonction a pris de plus en plus de place, je crois que ça doit faire 3 ans, 2-3 ans. Donc au bout de 1 an et demi, 2 ans, je suis passée 100% sur la fonction RH, People and Culture. Donc effectivement, quand au tout début, je ne faisais pas tout ça. Ils ont dû être très contents chez Shine parce que je repense à l'épisode qu'on a enregistré avec Jessica de Ornicar sur comment recruter sa première RH. Et on sait que c'est difficile. Et là, d'avoir Mathilde directement à la maison depuis le début, ils ont dû se dire, OK, ça c'est cool. ça c'est fait. Et je pense que c'est intéressant. Je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais ça va probablement, ton background va probablement irriguer un peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Parce qu'au moment de préparer cet épisode, alors j'en profite pour vous donner un petit
peu la suite des coulisses. On échange sur les différents sujets qu'on pourrait aborder. Il y en a certains où on se dit ça serait hyper intéressant, mais il s'avère qu'on l'a déjà un petit peu exploré dans un ancien épisode. Donc, on essaye de trouver la bonne alignement de planète entre quelque chose qui sera un bon moment, qui sera intéressant, qu'on n'a pas beaucoup abordé. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a souhaité aborder, donc Mathilde et moi, enfin surtout Mathilde, hein, moi je vais être là pour poser les questions, c'est le sujet de l'engagement RSE qui peut être porté par les entreprises et parce que c'est finalement assez inextricablement lié, l'impact que ces engagements peuvent avoir sur la marque employeur. Et donc, globalement, le sujet de la marque employeur en tant que telle. On s'est posé la question de est-ce qu'on donnait le poids du corps d'un côté ou de l'autre, le RSE ou plutôt la marque employeur. On s'est dit que c'était important de couvrir les deux. Ouais, ouais, carrément, effectivement. C'est souvent lié. Bah, peut-être, pour commencer à lancer un petit peu la conversation, Mathilde, moi je serais assez curieux de savoir, avant même, de rentrer dans ce que vous avez fait, ce que vous faites depuis assez longtemps, chez Shine côté, engagement RSE. Qu'est-ce qui fait dans l'échange préparatoire de cet épisode que, c'est vraiment ce sujet de ton côté qui est ressorti en te disant: «Mais oui, faut qu'on puisse aborder ce sujet» et puis il s'avère qu'on fait beaucoup de choses, chez Shine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'importance que revêt à la fois le côté engagement RSE de votre côté et la partie marque employeur qui est un sujet, pour, toutes les entreprises finalement. Ouais, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça? Bah, c'est parce que de manière générale, je trouve que enfin, on est dans, enfin la planète, le monde est dans une situation telle que, il est temps enfin il est temps. Je trouve ça important qu'on s'y mette, d'un point de vue individuel, mais je pense que l'entreprise a aussi son rôle à jouer pour, pour qu'on s'en sorte et pour que la planète aille mieux, un peu plus rapidement. Je pense voilà, on peut pas tout attendre de la part de l'État. Les individus ont aussi besoin d'être portés et je pense que l'entreprise est un bon médium pour aussi embarquer les foules entre guillemets. Et par rapport à Shine, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre tout ça en place rapidement en fait depuis le début? C'était pas du tout dans un objectif de marque employeur, mais c'est rigolo, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ça a un impact. Mais c'était plus qu'on n'avait pas envie de construire une énième entreprise ou une énième banque, mais on voulait faire une boîte qui soit responsable sur deux gros sujets, la planète et la société, donc enfin les gens qui sont dans l'entreprise. Je pense que ouais, Nico me l'avait rapidement dit au début. Je pense que si il me disait si Shine est un succès, est un génial succès d'un point de vue produit, mais qu'à côté on fait les choses de manière crade, que ce soit sur, enfin d'un point de vue bilan carbone, enfin impact carbone ou qu'on s'occupe mal entre guillemets des gens, ce sera pas du tout un succès en soi. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'envie de construire une politique RSE et d'avoir un engagement fort sur ces sujets-là. Mmh. Et alors, je vais être honnête, je suis un peu newbie sur le sujet, au moins sur j'allais dire le vocabulaire et le cadre des engagements RSE, tous autant qu'ils sont. Donc je vais profiter de ce côté newbie pour te poser toutes les questions que peut-être d'autres auditeurs, auditrices, se posent. Hem Ce que j'entends quand on parle d'engagement RSE, au-delà de la philosophie qu'il y a derrière, c'est d'avoir une volonté quelque part d'avoir de l'impact, sur d'autres métriques que des métriques classiques de croissance de Ouais. start-up, qui sont des métriques économiques ou financières, comme ou réduire un impact négatif à minima, donc une empreinte carbone trop élevée, peut-être, un mal-être au travail. Est-ce qu'il existe des cadres ou des métriques que vous suivez ou qui sont Mmh. existantes dans lesquelles vous vous intégrez? Enfin, est-ce que si tu devais poser un petit tableau, pour, quelqu'un qui débarque comme moi, quel serait-il? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Hem, Déjà, tu peux mettre, au même titre que tu peux avoir des KPIs par rapport à ton business, tu peux totalement en mettre par rapport à ces sujets-là. Nous, on en a qui sont traqués, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, qui sont traqués au board. On a la parité dans l'entreprise. On a également la quantité de déchets qu'on produit au quotidien, parce qu'on a une entreprise qui en partenariat avec nous, qui vient récupérer les déchets, qui les pèse, qui les revalorise derrière. Mais du coup, c'est un bon moyen de savoir combien vraiment on génère. Pareil, le bilan carbone, on peut commencer par faire un bilan carbone et dans nos KPIs, il y a de le réduire. Hem
Donc ça, c'est des exemples de petites choses qui sont pas si petites, mais que tu peux mettre en place vraiment au même titre que d'autres KPIs Oui, qui business. se suivent facilement. Exactement, exactement, qui se suivent très facilement. Tu peux avoir, tu as plein de choses, même, le taux d'augmentation, chez les femmes, chez les hommes, enfin, pas mal de choses comme ça. Et un autre qui me vient, également, qui nous a servi à mettre aussi à penser à de nouvelles choses à mettre en place chez Shine et qui est, très neutre puisque ça passe par un énorme audit, c'est, la labellisation B Corp. Alors sans forcément, se faire labelliser, mais ils ont déjà un outil qui est gratuit, qui est à disposition de tout le monde, qui s'appelle, B-Impact Assessment, qui est disponible en ligne. Tu peux te connecter en tant qu'employeur et tu, réponds aux questions, au questionnaire et à la fin, ça te donne ton score et tu peux te donner comme objectif, pas forcément de te faire labelliser parce que parfois, la route peut être un peu longue, mais au moins de chaque année ou tous les 6 mois de le refaire le questionnaire et d'améliorer ton score. Et ça te donne déjà un cadre assez important. Et si ensuite tu veux passer à la labellisation, voilà, tu vas avoir un audit qui va vérifier chacune de tes réponses. Donc ça te permettra, ça te permettra de te confronter vraiment à la chose sans te survaloriser ou risquer de sous-valoriser. Enfin, voilà. OK, donc alors maintenant qu'on a, un 1 cadre pour, vous justement, soutenir tout ça, si je puis dire. Est-ce que tu pourrais me présenter des les opérations, des engagements RSE qui ont été pris, par Shine? Alors, je fais un petit disclaimer, je on n'est pas en train de faire un épisode à la gloire de Shine, même si on en pense beaucoup de bien. C'est surtout pour, justement, parler de sujets que tu maîtrises Mmh. bien et que tu as pu, construire, de l'intérieur sur les sujets engagement RSE. Et est-ce que tu saurais, ça c'est le petit, exercice un peu de gamification supplémentaire, les classer par, du plus simple au plus Ah! avancé, si je puis dire. En gros, je pense à des entreprises qui nous écoutent, à des startups, qui se disent: «OK, l'engagement RSE, il est temps qu'on s'y lance, et en parallèle de la croissance, des métriques financières et économiques et cetera». Mais, je pense aussi au parallèle qu'on a fait sur l'épisode avec, Pauline Bergeret sur diversité et inclusion. Quand on prend tout d'un coup, ça Mmh. peut être, un peu, difficile de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est le socle d'autres choses. Et je pense que les engagements RSE, c'est un petit peu pareil. Donc, est-ce que tu saurais dire, bon, alors, niveau 1, si vous commencez déjà un petit peu ceinture blanche ou ceinture jaune, vous pouvez commencer par ça. Nous, on l'a fait chez Shine, ça s'est bien passé, c'est pas trop Mmh. compliqué, ça a un bel impact. Enfin, le low hanging fruit de l'engagement RSE, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux relever le défi d'essayer de les Je vais classer comme tenter. ça? Je On va vais tenter. tenter. Sachant que la manière, nous, notre chronologie n'est pas on n'a pas forcément choisi la plus simple, mais je me suis pas trop, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais ouais, je vais tenter. Déjà, juste petit disclaimer aussi, je voudrais dire, il y a pas grand-chose qu'on a inventé 100. On s'est beaucoup inspiré, par Mmh. ailleurs de d'autres boîtes qui faisaient des choses. Donc voilà, on n'a pas non plus, tout inventé. Hem, Qu'est-ce qui a été le plus simple à faire dès le début, mais qu'on n'a pas forcément fait dès le début d'ailleurs? Ouais, simple avec, pas mal d'impact ou en tout cas qui pose les Ouais, bases du reste. ouais. Par contre, parfois, ça veut dire que ça coûte de l'argent, hein, Ah mais mais ça on va y venir. J'y pensais dans mes questions, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut faire gratuitement. J'allais te demander à non, chaque fois qu'est-ce qu'il faut engager? Que ce soit en coût, budget ou coût temps homme évidemment. ouais. Hem, le truc le plus simple que j'ai fait, c'est-à-dire que je pense que ça m'a pris 2 heures, c'est le congé second parent, allonger le congé paternité, qu'on appelle, second parent chez Shein parce que c'est important pour nous qu'il soit inclusif. Hem Ça m'a pris, ouais, vraiment très peu de temps parce qu'en fait, il suffit de faire un mail à tous les salariés et du jour au lendemain, tu peux mettre en place un congé, qui soit allongé. Parce qu'en fait, à l'époque, on l'a lancé en 2018, le congé paternité, de l'État, il faisait 11 jours, 11 jours calendaires. Donc ça veut dire que le second parent, quand il accueillait un enfant à la maison, il avait que 11 jours. Bon bref, l'État vient de le passer à 5 semaines et nous, on l'avait passé à 5 semaines en 2018. Pour nous, c'était hyper important pour plusieurs choses. Un, pour, lutter, contre la discrimination, à l'embauche des femmes, sur lesquelles pèse, souvent le risque de grossesse. Et de 2, je pense que clairement, ça rentre dans une politique d'épanouissement, des salariés parce que je pense un salarié épanoui, c'est un salarié qui va rester plus longtemps, c'est un salarié qui va être, je pense, même plus performant et qui va avoir plus de temps aussi, c'est aussi ça rentre dans le cadre aussi de l'équilibre vie pro, vie perso. Si tu as du temps pour faire ce dont tu as besoin à côté, tu vas aussi être plus investi dans ton boulot. C'est ce qu'on pense, en tout cas.
Et ça a vraiment pris peu de temps. C'est facile à mettre en place. Donc là, vas-y, j'ai donné sur le côté plutôt sociétal. On peut aussi passer à l'environnement. Le premier truc qu'on ait fait de tout ce qu'on a fait, alors ça, c'est vraiment mineur, mais on arrête de prendre l'avion. Mais tu vois, on l'a pas fait dès le début, notre premier séminaire. Ouais, on a pris l'avion. Mais maintenant, enfin voilà, c'est arrivé une fois, on prend plus l'avion pour les événements d'entreprise ou ce genre de choses. C'est facile à faire. Enfin, c'est facile. Parfois, ça veut dire ça peut être un peu plus long. Bon, s'il faut aller à New York, clairement, tu vas pas y aller en bateau. Mais il y a la visio, il y a plein d'autres choses qui sont. Ah bon, franchement, avec le Covid, maintenant, c'est aussi beaucoup plus Ouais. répandu. Mais tu vois, au début, on se l'est dit, on l'a écrit, on fait plus ça. Et sinon, je pense au bilan carbone. Le bilan carbone, un bilan carbone complet, donc sur je crois qu'il y a 3 tranches. Ça, c'est quelque chose qui est simple parce que il y a plein d'entreprises qui se lancent pour le faire pour toi. Et ça te permet de savoir d'où tu pars et de pouvoir traquer justement ça dans tes KPIs et de dire bon, bah, voilà quels sont mes plus gros postes de dépenses énergétiques, comment est-ce que je peux les réduire et voilà. Et on a aussi choisi de le communiquer. Bah, déjà pour montrer que voilà, déjà je pense que c'est d'ailleurs il y a pour certaines boîtes, peut-être même toutes, je crois que c'est obligatoire, mais ça permet aussi de peut-être mettre en marche les autres entreprises et de se dire voilà où on en est et aussi bah voilà de si tu galères, je trouve que c'est aussi important de communiquer sur tes galères et tes échecs pour pouvoir bah, avoir de l'aide externe, pour pouvoir se challenger sur comment faire mieux la fois d'après, quoi. OK, OK. Alors, Euh, je vais creuser un petit peu sur Vas-y. les 2. Déjà, j'adore ta proposition de socle pour, l'engagement RSE en disant: «Ça m'a pris 2 heures». Le, Mm, le congé, l'allongement du congé second parent et voilà, je pourrais vraiment en parler pendant très longtemps, mais je vais me retenir un petit peu parce que j'aimerais qu'on puisse faire un grand tour. Mais, hem, en très peu de mots de ce que j'en ai compris, mais tu le diras sûrement mieux que moi, oui, cette question de l'asymétrie, dans le code du travail qui existe entre le congé maternité et le congé, second parent, au-delà du fait qu'il est problématique d'un point de vue, de la vie que mènent les seconds parents, du coup, parce que, bah, c'est pas génial, hein, 11 jours, pour accueillir, un nouveau-né, dans sa famille. C'est une des racines, d'un très grand nombre de problèmes d'inégalité femmes-hommes, mm, de problèmes de diversité et d'inclusion, et c'est très systémique, c'est très vicelard en fait, cette histoire-là. Donc, j'aime bien l'idée de dire, bah écoute, on va pas tourner autour du pot, on y va et quelque part, mm. on se jette dans la piscine et puis c'est parti. Euh, et en plus, effectivement, ce que tu dis, c'est que n'importe qui peut le faire. La question, c'est de vouloir le faire et que ça ne se représente aucune complexité particulière. Est-ce que pour prendre un peu l'éléphant dans la pièce, tu peux rentrer, si ça fait longtemps en plus que vous l'avez lancé, dans les détails de quand on lance une initiative de ce genre, j'allais dire, entre guillemets, comment est-ce qu'on modélise combien ça coûte? Vous me voyez Mm. pas parce que c'est un podcast, mais je fais des guillemets. Mais en gros, comment est-ce qu'on évalue, je veux dire, l'impact que ça va avoir, sur la force de travail, sur des budgets, sur des choses comme ça. Et à l'autre bout du spectre, même sur des métriques non RSE, donc des métriques qui sont plus standards économiques, est-ce que tu peux savoir, l'impact justement, que ça a? Parce que, tu vois, je pense notamment à Welcome to the Jungle qui fait des semaines de 4 Mm. jours. D'accord. Heu, c'est pas si simple que de se dire si on «ampute» entre guillemets, retour aux guillemets, audio que vous ne voyez Mm. pas, de quelques jours, travaillés par an, est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a moins de productivité dans l'entreprise? C'est Ouais. pas si simple que ça. Donc je veux bien avoir, toi justement une lecture de ce que tu as vécu au fur et à mesure Ouais. des années avec la mise en place de justement de cet engagement. Alors, ouais, donc on a mis en place, on l'a allongé à 5 semaines en juillet 2018 et là, en juillet 2021, du coup, on l'a passé à 8 puisque bah, du coup, ça ne nous coûtait plus rien. Donc, autant continuer et l'allonger encore plus. Euh, En termes de coût, comment tu le calcules? Franchement, je suis une bille en Excel et je sais que j'ai mal calculé. Mais j'ai mal calculé, mais ça a jamais, et en fait, ça n'a jamais été un sujet, le coût, pour le coup. Euh,
Mais oui, tu suffit de calculer en gros, là nous finalement on fait 3 semaines de plus que ce que propose l'État, donc tu fais la moyenne de 3 semaines de salaire. Enfin tu prends ouais voilà, 3 semaines de salaire plus, on le compense aussi, c'est-à-dire qu'il est rémunéré à 100. Donc ça aussi, c'est ça que j'avais oublié dans ma première prévision. Hem et mais le coût est franchement marginal par rapport à l'apport que c'est pour la boîte et pour la société. Je pense que c'est difficile, tu vois, à notre stade de calculer le côté un peu héroïste de l'affaire parce que depuis ce temps-là, je crois qu'on a eu 4 naissances. Donc heu donc voilà, je saurais c'est difficile de te dire, par A plus B, que oui, c'est génial parce que ci, parce que ça. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de montrer que c'est faisable, en fait. Montrer que c'est faisable et en fait, que c'est facilement faisable. Je sais pas comment dire. C'est pas plus compliqué de prévoir un congé second parent que de prévoir un congé maternité, finalement. Tu es au courant en avance aussi. Tes équipes, elles peuvent s'organiser en amont. S'il faut remplacer la personne le temps du congé, on le fait. Mais c'est limite, bah, c'est plus facile qu'un congé maternité puisque de toute façon, c'est un peu plus court. Nous, c'est 8 semaines, le congé maternité, c'est 12. Euh, donc en fait, cette question, on se la pose pas trop quand il y a un congé maternité. Et là, et ben, c'est exactement pareil. Il y a pas trop c'est juste de l'organisation. Comment est-ce que tu répartis la charge de travail sur les équipes et comment est-ce que, s'il faut, tu prends quelqu'un sur un CDD ou sur une mission freelance. Enfin, ça dépend évidemment du poste et de la mission de la personne. Mais voilà. Alors, je saisis juste une virgule ici parce qu'il y a tu viens de me frapper sur quelque chose que j'avais même pas cliqué. C'est effectivement, tu me dis, enfin, le nombre de naissances dans la vraie vie, dans une entreprise, de type, start-up, c'est tout petit. Mais ouais. C'est ce dont on parle parce que, tu sais, là, j'étais effectivement en train de me dire: «Allez, on fait des Excel, on multiplie le nombre de semaines par machin et tout», mais ça va, quoi. C'est-à-dire, quand on se rend compte de l'impact sociétal que ça peut avoir, Ouais. de l'impact sur les équipes, du message qui est envoyé à tous les niveaux, pour finalement, un cas de figure qui va arriver, mais qui va arriver, marginalement, enfin comme dans la vraie vie, hein, on passe pas notre vie à fabriquer des enfants tous et toutes Ouais, autant puis qu'on pas est, tous en même temps, en et fait. pas C'est tous ça en aussi même que je temps. voulais dire, c'est enfin, ça arrivera peut-être un jour, tu vois? Et on gérera. Mais oui, effectivement, c'est lissé dans le temps, quoi. Ouais, bah non, écoute, génial. Excuse-moi, je te laisse reprendre, mais je viens de repenser effectivement pour une entreprise même qui se crée, vous pourriez tout à fait, juste poser cette politique et s'adapter quand ça arrivera parce que de toute façon, c'est des entre guillemets «des épiphénomènes». Exactement, ouais, ouais, c'est exactement. Après voilà, la boîte vieillit et il va pas forcément y avoir, on va peut-être être plus concernés, mais tant mieux, en fait. Mmh. Et puis on s'adaptera et je trouve ça chouette de montrer que c'est possible, Ouais, carrément. enfin et de se le prouver. Mais puis bon, il y a aussi pas mal de choses qu'on tente et on se rend compte que c'est galère, hein, mais bon, bah, en même temps, si tout était trop facile, ce serait moins drôle, mais voilà. On va y venir sur les prochains étages de la pyramide. Donc, basculons côté écologie. Ouais, Bilan carbone. Donc, tu disais, on peut poser un bilan carbone. Il y a plein d'outils, il y a plein d'entreprises qui vous permettent de faire ça. Très pragmatiquement, je suis une entreprise, je veux me lancer là-dedans et je veux me faciliter un petit peu la vie. Qu'est-ce que je fais? J'utilise un outil qui existe, je contacte un ouais, prestataire qui fait ça. Est-ce que tu peux donner des noms pour ouais. faciliter un peu, flécher le parcours? Et bah, ouais, carrément, moi je conseille d'aller sur Climate Act. C'est un collectif qu'on a monté, et c'est une page web qui te permet donc, attends, je vais te dire Rétropédale, vas-y, c'est reparti. alors le collectif, aujourd'hui, c'est plus de 300 entreprises qui se sont engagées à, réaliser un bilan carbone et à le communiquer et à le réduire. On l'a lancé il y a quelques mois, donc c'est chouette. Ça permet, enfin bon, bref, on trouve ça chouette par rapport, bah, toujours à la planète et surtout, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que tu peux te connecter sur le site et tu vas avoir, la liste des prestats qu'on recommande. Donc voilà, clairement, à ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire?»
Climate Act, et vous trouverez pas mal de choses et d'outils pour vous aider là-dessus. On va mettre le lien, dans la description de l'épisode pour que vous Trop bien. puissiez, y accéder facilement. OK, je fais exprès d'aller, de maintenir un petit peu le rythme parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir et j'essaye Ouais. de nous assurer qu'on fait un petit tour de piste complet. Donc on va dire un bon point de départ, RSE et écologie, de côté de l'autre. C'est quoi le niveau un peu Mmh. plus advanced, ou en tout cas ou d'autres exemples, de ce Ouais, qu'on peut faire en termes d'engagement, sociétaux? sociétaux, Sociétaux et enfin, je mets ouais, d'engagement OK, globalement d'une manière d'entreprise générale. au Ouais, sens large. j'ai encore 4-5 trucs en stock. Allez, vas-y. Hem, ce qu'on a fait assez tôt, c'est, proposer à tout le monde un jour de freelancing ou de bénévolat par mois en plus des RTT et des congés supplémentaires, enfin et des congés normaux pardon, sans évidemment réduire le salaire. Ça voulait dire, faire sauter les clauses d'exclusivité dans les contrats, et ça veut dire, pousser les gens à aller travailler ailleurs. Ça, c'est vraiment pour le côté, société et les côtés humains. On trouve ça hyper enrichissant, pour les gens d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Quand tu commences à te poser des questions, de pouvoir essayer, essayer ailleurs, pouvoir monter ses projets perso, sur ce temps-là aussi. Revenir, plus reposé au boulot, plutôt que d'avoir fait ça, tout le samedi, tout le dimanche. Également, de pouvoir, avoir du temps pour du bénévolat, pour ce genre de choses. Et ça a été hyper bien accueilli et on trouve que c'est assez chouette pour pouvoir, avoir du temps pour voir comment ça fonctionne ailleurs. Ça enrichit la créativité aussi, ça permet d'être au contact de d'autres modèles et ça enrichit également l'équipe au final. Puisque, tu reviens avec des idées, des modèles que tu as vus ailleurs et dont tu peux parler au sein de ta propre équipe. Pour ceux qui choisissent de faire du freelancing, ils testent le produit Shine parce qu'ils ont besoin d'un compte bancaire et donc ils sont chez nous. Ça, c'est malin. C'est hyper, c'est un modèle assez vertueux et qui si tu choisis de faire du bénévolat pour une entreprise à impact ou pour un petit projet à impact, c'est chouette. Tu es évidemment pas obligé de faire ça pour ça, mais voilà, c'est un truc qui ressort, pas mal Ah, et j'ai qui est plein de questions là-dessus. Alors, vas-y. la première question que j'ai, c'est, en moyenne, quel pourcentage des collaborateurs, collaboratrices de Shine utilisent ça? Parce que j'imagine que c'est pas obligatoire non plus. Enfin, Non, tu c'est pas pas, obligatoire. donc juste dans les grandes masses, c'est la majorité, enfin Ça l'écrasante majorité, c'est moitié-moitié, c'est quoi? c'est plutôt moitié-moitié. Ouais, On est, de l'ordre de 50 qui l'utilisent. Heu et voilà. Là, on s'apprête à lancer un partenariat avec une entreprise qui, soumet, des prod enfin une un ouais, une entreprise qui soumet des projets, bénévoles à des salariés justement en interne pour pouvoir, et nous, ça va nous permettre de pousser un peu plus, en fait, il y en a beaucoup qui ont pas d'idées. ouais, bah oui. Ça permettra de pousser la chose. En plus, c'est que des projets à visée, impact, RSE, donc c'est cool. Mais oui, voilà, on est, 50 à peu près d'utilisation. Et mon autre question, c'est pour donner quelques idées justement, sans nommer les personnes évidemment, Ouais. quels sont le genre j'allais dire d'initiatives ou d'utilisation de ce jour? Qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'elles Alors, font? j'adore, cette question, parce que j'avais été trop surprise quand j'avais questionné, les gens. Alors, on en a à peu près 30 qui font la même chose que ce qu'ils font déjà chez Shine. C'est souvent, développeurs ou designers qui vont faire la même chose. C'est Mais parce en que c'est plus freelance du utile coup, donc ils font un en peu de leur freelance, boulot, exactement. d'une autre manière, très cool. Voilà. On en a pas mal qui travaillent, potentiellement sur des projets perso. On en a même qui sont partis ensuite de Shine pour vraiment monter ce projet-là, mais c'est trop cool parce que enfin moi je trouve en tout cas je trouve ça très, très cool. Ça leur a permis de tester la chose et de se dire, «Vas-y on y va» et ils se sont lancés et on en a qui font des choses qui n'ont rien à voir. Donc on en a qui sont photographes, genre développeurs mais photographes à côté. Il y en a qui sont un qui est aux opérations et qui est traiteur, qui est traiteur sur des Très événements. cool. Et mon préféré, c'est on a quelqu'un qui est aux opérations et qui construit des violons, chez un Ah luthier, génial. à côté. Ouais, ça, c'est assez marrant. Et alors je voudrais juste, j'y pense depuis tout à l'heure, partager une anecdote qui m'a frappé récemment, donc je vais essayer de faire un petit peu court. Vas-y. C'était il y a
une semaine ou 2 à peu maximum. J'étais donc on se baladait un week-end avec, ma compagne et on va dans un petit, café un peu sympa, un peu bobo, un peu tout ce que vous voulez et cetera et on parle avec, donc les 2 personnes qui tiennent la boutique, qui sont donc 2 femmes de, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine d'années et on leur dit: «Ah voilà, c'est sympa, ça existe depuis combien de temps?» machin, machin. Elle dit: «Ah, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an, ah mais quand est-ce qu'on peut revenir? Ah, on est ouvert que les samedis» et je fais: «Tiens, dis donc c'est très étonnant, Mmh. quelque chose qui est ouvert que les samedis». Et en fait, enfin que les vendredis et samedis. Et en fait, c'est exactement ça. C'est des personnes qui se sont dit: «On a un rêve», c'est deux copines d'enfance, «On a un rêve, de monter un petit café, mais on n'a pas forcément envie de lâcher notre job, on n'a pas forcément, envie, de faire ça. C'est surtout un hobby, on s'en fiche que ce Ouais, soit incroyablement rentable et en fait, pourquoi, se mettre dans une position tout ou rien? On est obligé de tout lâcher. Non, bah, j'ai demandé un jour à mon employeur, ce qui fait que je travaille au 4/5e et je fais un jour, le week-end, et en fait, c'est hyper bien. Et je me suis dit: «Mais c'est incroyable» parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de rêves, qui vont plus loin que leur boulot entre guillemets, ouais, 9 to 5». Il y a plein de gens qui se posent la question de l'entrepreneuriat au sens large ou l'artisanat, enfin lancer quelque chose et que le monde du travail se mette en capacité ouais, de laisser de la place à ces choses-là, sans que ce soit tout de suite quelque chose d'anxiogène, le tout ou rien, le saut dans le vide et cetera. Je trouve ça fantastique et ouais. c'est pas quelque chose qu'on a en tête forcément, donc je suis très content, de voir que ça va prendre de plus en plus de place dans la société. Mais tu résumes trop bien l'histoire. C'est ça. Et moi aussi, ça me ravit. Mais clairement, je pense qu'il faut que, le monde du salariat évolue et s'adapte davantage parce que et puis tu peux aussi avoir le projet, de te lancer en entrepreneur, mais tu as peur, parce que c'est quand même, nébuleux. Même si Shine est là pour aider, mais et c'est peut-être pas forcément fait pour toi et ça te laisse l'opportunité de le tester, en fait, sans pour autant te mettre en risque d'un point de vue, bah, financier, bon, promis, c'est ce qui me vient, mais voilà. Ouais, Et non, là non, tu résumes et bien. là, pareil, hein, reprenons un peu de la hauteur, si c'est, 1 jour par mois, sur l'ensemble de vos collaborateurs, collaboratrices, ça devrait aller, hein, je pense. Vous Mais êtes oui, non, capable de le mais faire, hein et puis c'est un bel impact. OK, donc carrément. je te laisse continuer, hein, sur d'autres, initiatives que tu Ouais, voulais nous alors, partager. ce qu'on a fait d'un point de vue planète cette fois-ci, c'est, 1% for the planet. Donc on reverse, 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent, pour la préservation de l'environnement. Bah, ça a un coût, Ouais, c'est marqué dedans, ouais. évidemment. Mais bon, après, ce qui est cool, c'est que c'est toujours qu'un pourcentage enfin, voilà, de ce que tu fais, qui est pas si difficile à mettre en place, mais qui est peut-être plus impressionnant, mais qui est totalement faisable et qui nous a semblé important de faire. Et pour finir, j'en ai encore 2, un de chaque côté. Vas-y, vas-y. Je dirais, bah, la grille des salaires, hein, pour le côté, société. Je le dis en dernier parce que c'est tout un bazar, mais la grille, je l'adore comme je la déteste parce que c'est un exercice difficile, mais qui est indispensable et pour rien au monde, je la ferais sauter. Heu, Par contre, il faut la faire dès le début, hein. Ce sera Ouais. beaucoup moins compliqué, clairement. Enfin, il est toujours temps de le faire, mais ce sera clairement moins compliqué de le faire dès le début de la boîte. Mais ouais, mettre en place une grille des salaires, bah, je dirais que l'atout principal, c'est de lutter contre les discriminations liées à la négociation, qui sont en plus généralement, des talents masculins, la négociation. Donc si tu veux rééquilibrer et t'assurer qu'il y a pas une différence de salaire, entre les hommes et les femmes, ce serait vraiment un très bon outil. Donc je dirais la grille des salaires, clairement, quelque chose de super important, difficile, mais franchement ça vaut le coup et ça évite, beaucoup de négociations, inutiles ou d'injustices, au sein de l'entreprise et encore une fois, souvent ça arrive en tant qu'employeur sans qu'on s'en rende compte, hein. C'est vraiment pas pour dire, ceux qui en ont pas, ils font n'importe quoi. C'est vraiment que ça peut vite nous dépasser, surtout quand on est en grosse croissance. Hem Et d'un point de vue planète, j'ai envie de parler de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est, une formation de 3 heures qui permet de se sensibiliser sur, bah, sur les enjeux, de réchauffement climatique par rapport à la planète toujours et donc tout ce qui est émissions carbone, comment ça se passe très concrètement. Enfin, vraiment, tu rentres vraiment
dans le cœur du sujet de comment ça marche et comment s'en sortir. Et ça, pourquoi je le mets en dernier? Ça coûte rien, quasiment rien. Enfin, c'est du temps humain, en fait. Mmh. Chez nous, c'est Antoine qui. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, on forme l'intégralité des salariés et des nouveaux arrivants dans leur parcours d'onboarding. Il y a passé par la fresque du climat. Euh, c'est du temps humain assez important, mais ça permet de sensibiliser vraiment. Comme je te disais tout à l'heure, je trouve ça important que les entreprises montrent aussi qu'elles peuvent faire des choses parce que ça sensibilise aussi les individus au sein de l'entreprise à se mettre en marche. Clairement, la fresque du climat, enfin, on n'en sort pas, on n'en sort pas tout à fait indemne quand on l'a fait, et ça permet voilà, de prendre conscience, et pour certains d'aller peut-être un peu plus loin, de se mettre en action, et voilà. Mmh. Quel avantage. Je vais faire juste, sur la partie, rémunération, grille de Ouais, rémunération. Je vais faire un petit, lien sur, l'épisode qu'on a enregistré avec Virgile Ringard, donc ouais. ex-Comet, ex-Criteo, Qui nous a usual aidés sur la suspect. grille d'ailleurs. Usual suspect des sujets de rémunération en startup, Clairement. parce qu'on a fait un long épisode pour rentrer dans les détails et effectivement, au-delà du sujet technique, parce que techniquement, c'est compliqué parce qu'on manque de data pour faire des grilles, de salaire Mmh. correctes. Hem, il y a une vraie grosse question de philosophie de la rémunération et on est obligé de se poser dessus au démarrage. Donc, enfin, je paraphrase un peu l'épisode, donc allez l'écouter en entier si vous avez besoin d'être accompagné. Et exactement comme ce qu'on disait sur la partie congé second parent, le fait de ne pas avoir de grille de rémunération, après elle est plus ou moins bien, mais est un des leviers inconscients majeurs des inégalités femmes-hommes. Parce que, comme Tout à fait. exactement ce que tu l'as dit, on peut le tourner dans tous les sens et on peut se voiler la face, mais un système dans lequel il n'y a pas de grille de rémunération laisse la part belle à ceux et celles qui savent négocier. Et ceux et celles qui savent négocier sont en fait des ceux, dans 95% des cas. Et la compétence de négociation n'est pas forcément ça ce que vous voulez valoriser parmi vos collaborateurs et collaboratrices. Et enfin, il n'y a pas de Exactement. raison de payer 20% de plus des personnes qui savent négocier si c'est pas crucial pour le job. Et pourtant, si vous n'avez pas de grille de rémunération, c'est ce que vous allez faire, creusant ainsi l'écart des Tout à rémunérations fait. hommes-femmes. Ouais, non, mais tout à fait aligné, c'est tout à fait ça. Mais enfin, je fais une petite, comment dire? Parenthèse, homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, vous ne m'avez peut-être jamais vu, mais donc c'est un petit peu ma mon portrait robot. Heu, ça a été frappant pour moi de découvrir que, la fameuse métrique, que la plupart d'entre nous connaît, de l'écart de salaire, en moyenne entre les Ouais, hommes et les femmes, était entre autres lié à ça. Enfin, je me ouais. suis dit: «Mais enfin, c'est débile. Pourquoi est-ce qu'on payerait, moins, une femme qu'un homme, à salaire enfin, à job équivalent?» Et dans la réalité des faits, c'est pas que ça, c'est un gros système, c'est compliqué, mais c'est entre autres renforcé quand il y a du flottement et une marge de négociation qui est forte sur les salaires. Exactement, et c'est 20 là, je crois que c'est 20 en moyenne. C'est pas, parce que les boss, considèrent que les femmes travaillent moins Oui, bien c'est ou pas quoi. comme ça que ça se passe, ouais. C'est plutôt, les femmes qui se dévalorisent, et au moment où je l'ai vu moi quand j'étais au recrutement, enfin j'ai géré le recrutement bien sûr de Shine à un moment. À la fameuse question, dans quelle fourchette, te situes-tu? Enfin, qu'est-ce que tu vises comme rémunération? Les femmes sont, vachement moins à l'aise, en général, encore une fois. Elles vont dire: «Ah bah, actuellement, je suis à tant, donc j'aimerais ne pas trop descendre». Ouais. Heu les hommes, en général, c'est, «Bah, J'étais à moi, je temps, vise donc je veux plus 30. 50». Ouais, ou ils vont même pas rentrer dans le «aujourd'hui, j'ai ça». Ils disent: «Voilà ce que je», enfin, Mmh. c'est très simple, tu sens que c'est quelque chose qui il y a du gros syndrome de l'imposteur généralement, plus facilement chez les femmes, quoi. Mais, elles se rendent pas compte, je pense. Et Bien pas effectivement, grave. vous posez une grille, vous résolvez le problème et vous résolvez le problème, Ouais, même de manière très, comment dire? Vertueuse. Parce que du coup, tout à forcément, on crée il y a on diminue la capacité de syndrome de l'imposteur à partir du moment où tout le monde est dans l'égalité de facto, quoi. exactement, parce que, quand on demandait la fourchette, de salaire, c'était pour savoir si ça allait matcher avec notre grille de base. Mais aujourd'hui, même dans nos offres, il y a écrit: «Voici à combien tu pourrais prétendre», avant même de postuler. Donc, et il arrive très fréquemment que la personne, finalement, elle nous disait qu'elle était à temps, ou, enfin, en tout cas à l'époque où on n'écrivait pas clairement, le chiffre dans l'offre de poste, et ce qu'on lui proposait était, 5K au-dessus, quoi.
Mmh. Et bon, dans l'autre sens, on a aussi parfois dû refuser des gens parce qu'on était en dessous. Mais voilà, je préfère retenir, le positif de la situation. Bien sûr. Et alors, donc là, c'est un exemple, une série d'exemples de ce que vous avez fait. Je pense qu'il y Ouais, en a beaucoup. J'imagine qu'il y a des choses que vous avez fait qui, n'ont malheureusement, pas pris peut-être, ou il y a peut-être des choses que vous avez en tête, pour le futur. Enfin, on pourra explorer peut-être si on mais j'aimerais qu'on fasse la bascule vers le côté, marque employeur. ouais, Parce que là, on l'a pris de manière, pour le coup, cohérente et vertueuse, en commençant par, s'engager en tant qu'entreprise, puis, justement, éventuellement communiquer dessus pour, justement, renforcer la marque employeur. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu peux nous partager sur cette question de la marque employeur, et j'insiste bien, en le prenant dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un épisode marque employeur, presque gros hacking, un peu bourrin, en disant, tout ce qu'il faut faire, pour augmenter son taux de recrutement de X. Hem, Là, on va défendre une approche plutôt organique, si je ouais, puis dire. exactement. Mais, par contre, il y a un monde un peu idiot dans lequel, on fait tout un tas de choses super en interne, et on communique mal, ou on le package mal, et du coup, ça n'a pas d'impact sur la marque employeur alors que ça pourrait l'avoir. Donc, c'est la suite du mouvement dont j'aimerais bien qu'on parle. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, la manière dont on transforme l'essai quand on a des belles initiatives en interne, des choses dont on peut être fier, des unique value proposition pour des candidates et des Mmh. candidats? Comment est-ce que justement on travaille cette marque employeur? Ah là là, je suis contente qu'on en arrive là, mais c'est la partie la plus difficile pour moi parce qu'effectivement, ça s'est fait, de manière organique. Les plus gros porteurs enfin, les premiers porteurs de cette, politique, c'est les fondateurs. Ils m'ont pas placée là, pour que, moi j'invente des trucs et que, je dise, voilà ce qu'il faut faire, pour que ça aille mieux, enfin, en tout cas pour faire l'entreprise dans laquelle, enfin, dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça se diffuse, naturellement et en fait, la première chose, je dirais que c'est qu'il faut pas faire ça pour la marque employeur. Faut le faire parce qu'on considère que c'est la bonne chose à faire. Et je dis et encore une fois, nous, on le fait parce qu'on considère que c'est la bonne chose à faire, par rapport à notre vision, mais il y a certainement plein d'autres manières de faire, très bien à côté. Hem, mais voilà, je pense que c'est la chose la plus importante, je dirais que c'est ça. Ensuite, c'est de faire les choses jusqu'au bout, enfin de les faire très bien. C'est-à-dire que voilà, si on dit qu'on fait le bilan carbone, on le fait, sur, donc tous les volets, on le publie, on s'engage, on met des métriques justement pour le diminuer. Sinon, tu t'engages rapidement dans du greenwashing. Si tu fais ça pour juste attirer les gens, je pense que enfin, faut surtout pas le faire pour la com, faut pas le faire, pour recruter. Et au final, c'est d'ailleurs en ne le faisant pas comme ça que tu vas avoir les meilleurs retours, je pense, de marque employeur. Parce que tu disais, enfin, juste avant là, quels sont les effets, enfin, qu'est-ce que ça apporte, comment ça rayonne. Les gens aujourd'hui, je pense que je fais encore passer quelques entretiens, mais quand on leur demande pourquoi Shine, je pense que 95% dans le contenu de leur réponse, ils citent l'engagement de Shine. Donc, donc clairement, ça attire à l'extérieur. En interne, les gens apprécient le fait qu'on soit engagé. D'ailleurs, la plupart, enfin, on a eu une très grosse croissance récemment. Enfin, on est encore dedans, hein, mais donc la plupart, enfin, c'était déjà entre guillemets, on avait déjà pas mal communiqué sur le fait, sur notre marque, enfin sur notre engagement. Donc ils nous ont aussi rejoints pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je trouve en tout cas que c'est important d'être transparent, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses et et aussi expliquer quand on se plante, ou enfin et de le faire publiquement, enfin en tout cas, de produire du contenu. Parce que nous, c'est aussi grâce au contenu des blogs, au contenu des podcasts qu'on a eu des idées et qu'on s'est mis à faire des choses. Et ça te permet de t'améliorer, ça aide les autres, ça nourrit la réflexion globale parce qu'en fait tout ça c'est une problématique collective. Donc voilà, je pense que j'ai l'impression que je me suis un peu éloignée de ta question Non, de mais départ, mais c'est un point, sur lequel philosophiquement je suis très, très aligné, et que je vais redonner avec mes propres mots, et puis ça me permettra de faire un petit shout out à Kevin, qui est passé sur le podcast et qui nous a présenté, Mathilde et moi. Heu
Il y a des gros parallèles à faire sur les sujets people, avec, la growth classique en Mmh. startup, la croissance et les meilleures pratiques de d'un côté viennent de enfin, se peuvent se transmettre à l'autre. Heu et en réalité, c'est quoi les dérivés de la growth? C'est le growth hacking qui a beaucoup, fait parler de lui. Oui, évidemment, quand tu scrapes illégalement, une base de données, de, 40 000 noms et que tu spammes tout le monde et que tu as la CNIL, sur le dos, Mmh. c'est de la croissance un peu bourrine, pas très saine, qui peut backfire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer et en revanche, la growth, le marketing et tout ce qu'il y a autour, c'est une manière d'avoir, comment dire? Le fond et la forme sur sa croissance et c'est Mmh. pour ça que dans les sujets de growth en général, il y a tout autant le marketing que le produit. Les 2 sont inextricablement liés. On essaye de faire le meilleur produit possible et de le présenter de la meilleure manière possible à son marché. Et là, ce que je vois dans ce que tu dis, philosophiquement, c'est très important. La question n'est jamais comment je fais une marque emploi enfin, comment je travaille ma marque employeur. La question 1, c'est comment je fais de cette entreprise une entreprise dans Ouais, laquelle il fait bon travailler, dans laquelle exactement. les collaborateurs et collaboratrices vont être épanouis le plus possible et évidemment qu'il faut que je communique et que je Ouais, fasse en sorte que cette information soit connue par le plus grand nombre, de la même manière que, si j'ai le meilleur produit du monde, mais que ma landing page est, ingérable et que je comprends rien du tout quand je vais sur le site, forcément les gens ne pourront pas découvrir ce que j'ai à apporter. Bah, là, c'est exactement pareil, sauf que les personnes en question, c'est pas des clients, c'est pas des utilisateurs, c'est, des ouais, futurs collaborateurs et collaboratrices. ouais, Donc, exactement. j'aime beaucoup ce point de départ qui est de dire, mais si vous vous posez la question de: «C'est quoi la marque employeur?» alors que vous faites Mmh. rien, en interne, reprenez au point de départ et après on verra. Ouais, Mais par contre, exactement. c'est et là où je veux bien t'entendre de manière très, pratico-pratique, l'exacte, diagonale existe. Je sais enfin, j'en connais, hein, des entreprises qui, font, des choses très, très bien pour leurs collaborateurs et collaboratrices et qui, se retrouvent un petit peu, mal à l'aise, ne savent pas trop comment transformer tout ça au moment j'allais dire, de travailler leur marque employeur. De la même manière qu'il y a des boîtes qui sont, très bonnes en produits et pas bonnes en marketing, Ah ou en ouais, vente. OK. Et ça, je me demande où est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est dans justement, lancer un blog où tu parles de Ouais. l'interne? Est-ce que c'est, enfin, comment est-ce qu'on on traduit tout ce qu'on fait déjà dans une marque employeur qui est visible par les candidats et candidates, de l'extérieur? Ouais. Nous, on a commencé par le blog. Le blog, c'est, le truc le plus important. Pourquoi le blog? Parce qu'encore une fois, c'est par les blogs d'autres boîtes qu'on a construit on s'est inspiré, de certains engagements. Tu vois, je pense à la grille des salaires, merci le blog d'Alan, merci le blog de Buffer. Et vraiment, c'était une logique de transmission et de challenge, dans le sens où, on n'est pas en train de dire que notre modèle de grille des salaires, c'est le meilleur. Mais c'est plutôt, voilà, on publie, on s'expose et bah, c'est comme ça qu'on se prend aussi des remarques, des commentaires, voilà. Donc l'outil du blog est vraiment très intéressant, pour ces raisons-là. Je pense que tu peux aussi en faire des posts, sur LinkedIn, hein, et pareil, LinkedIn dans le genre ça te challenge, et ça vient te dire, «Oui, mais vous faites ci, mais pas ça», enfin c'est c'est précieux. Heu, Pas toujours marrant, mais en même temps, on est là pour ça aussi, pour se challenger et puis pour progresser. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, tu parlais de Welcome to the Jungle tout à l'heure. Nous, donc au tout début, on avait notre page Welcome to the Jungle et tu as une page profil entreprise et donc tu peux mettre en avant, toutes ces choses-là sur ta page, via les vidéos, mais via aussi le contenu texte. Puis nous, maintenant, on a une autre, page carrière, enfin un site carrière, qui est bon bref, qui est career.shine.fr où là-dessus, tu es beaucoup plus libre, tu peux mettre tout le contenu que tu veux. Donc ça, ça te permet d'avoir de la visibilité vraiment candidat. Hem, j'oublie certainement plein de choses parce que c'est pas mon principal sujet au quotidien, la communication de notre marque employeur. C'est, Camille, Goni qui gère ça chez nous, la responsable, de talent acquisition. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça et je pense à la fin, ça finit par se savoir aussi de manière, bah, organique. Les gens en parlent entre eux. Je sais que parfois, certaines de nos actions, comme le jour de freelancing qui est très peu répandu, le jour off là,
Bah, d'autres ça m'est arrivé de recevoir des screenshots de potes qui me disaient: «Ah tiens, dans la présentation de telle boîte, ils nous ont parlé de ça», et donc ça se diffuse, un petit peu comme ça aussi, quoi. OK, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon Mmh. tour là, je te remercie beaucoup. Bah, peut-être pour, avant qu'on passe aux questions de fin d'épisode, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil à donner à une startup qui souhaite se lancer justement, sur le côté RSE pour Ouais. travailler sa marque employeur, mais pas que? Enfin, un quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un point que tu souhaiterais, réaffirmer? C'est un point que tu as dit toi tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais qui est hyper important, baby steps. Faites pas tout d'un coup, ça fait peur. Ça fait peur et je pense que l'engagement de l'entreprise, on n'a jamais fini de le construire. Nous, il a commencé au début, on est encore, enfin voilà, c'est un chantier, mais c'est un chantier qui grandit avec, la boîte. Et enfin, j'aime pas trop d'ailleurs l'idée du chantier, mais bon bref, c'est quelque chose qui grandit et commencez vraiment par, faire ce qui vous semble le plus facile à faire. Commencez par ce qui a le plus de sens pour vous. Peut-être d'ailleurs, mais le sens avant la facilité parce que ouais, même carrément. Ça sera plus simple et vous comprendrez pourquoi vous passez autant de temps à ça et mmh et ça prend pas tant de temps que ça d'ailleurs. Mais voilà et enfin, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, à contacter les boîtes qui font ça bien, selon vous, pour échanger sur la mise en place, sur, comment est-ce qu'ils se sont pris, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça a évolué, quels sont les conseils, encore une fois, moi j'ai tout ce qu'on fait, je passe beaucoup de temps au téléphone ou à écouter ou à lire pour me dire: «Voilà, on va plutôt le faire comme ci, que comme ça» et surtout pas de panique, faut pas tout lancer d'un coup, c'est pas ça le plus important, c'est de le faire avec l'envie, avec le cœur et de le faire, jusqu'au bout et de le faire correctement. Et alors moi, j'aimerais, une fois n'est pas coutume, faire un petit mot de la fin aussi. C'est, bah, certaines le savent, moi j'ai un background de psychologue du travail, donc les sujets de la manière dont les gens travaillent et où ça se passe bien ou pas, c'est quelque chose qui me tient, fortement à cœur. Heu, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que, surtout aux fondateurs et fondatrices, ne vous laissez pas, comment dire? Gagner par une espèce de fable qui serait que les entreprises dures, dans lesquelles il fait pas bon travailler, les entreprises toxiques, sont des entreprises dans lesquelles, les fondateurs, les managers, les actionnaires, je sais pas qui, seraient «méchants» entre guillemets ou mal intentionnés. Les entreprises dans lesquelles, malheureusement ça se passe mal, c'est jamais ce cas-là. C'est le cas dans lequel, la variable du bien-être au travail au sens large est une variable d'ajustement. C'est ce que ça veut dire, c'est que si vous décidez de vous concentrer juste cette année, parce que c'est important, sur, la croissance, sur, la satisfaction client, sur quoi que ce soit, qui sont des métriques qui sont extrêmement importantes pour une entreprise. Mmh. Évidemment, c'est la survie de l'entreprise qui en dépend. Mais que vous vous dites: «Non, voilà, moi je suis pas un méchant, mais par contre en ce moment, ou une méchante, mais en ce moment on va se concentrer là-dessus», obligatoirement, vous allez être obligé de rogner à certains endroits et potentiellement, de temps en temps, ça va être sur des sujets, RSE. Vous allez vous dire: «Bon, là, c'est une époque où on doit travailler, beaucoup» et vous allez, sans vous en rendre compte, faire une entreprise dans laquelle les gens sont au bord du surmenage. Peut-être que vous allez vous dire: «Bah, non, là, on n'a pas trop, de capacité d'augmenter les gens», enfin, ou quoi que ce soit et Mmh. donc tout ça pour dire, si vous ne décidez pas de mettre les sujets RSE dans un petit coin de votre tête comme, quelque chose qui a de l'importance, mécaniquement, ça n'en aura pas ou ça en aura Mmh. moins ou ça sera la première chose qui va se faire manger par le reste. Donc je pense que vous avez cette responsabilité-là que, tes homologues aussi, hein, Mathilde, hein, évidemment, mais Mmh, en tout à fait. général, quand on est à ce stade-là, ça se passe plutôt pas mal. Aux fondateurs, fondatrices, que de, faire de votre entreprise une entreprise dans laquelle il fait pas bon travailler parce que sinon un jour vous allez vous retourner, ça va se faire de manière très insigneuse et vous allez dire: «Mince, mais en fait, Ouais, je suis un salaud de patron ou de patronne». Et je l'ai ouais. pas vu venir. Bah oui, parce que malheureusement, Ça ça se va fait de tellement vite, manière on est pris par le business, non mais c'est clair et d'ailleurs, nous on est 130 aujourd'hui et là on vient d'ouvrir un poste, 100 dédié au sujet, transition écologique RSE. Justement pour être sûr de jamais oublier, tu vois? Enfin canon. notamment et pour progresser, toujours en permanence là-dessus. Donc, très bonne transition. Ouais, j'en profite, hein. J'ai un podcast, j'écoute beaucoup, mais de temps en temps, s'il y a des sujets qui me tiennent à cœur, je C'est trop je cool. je m'exprime, je m'exprime. Tu as bien Bon, raison. Mathilde, ma chère Cool. Mathilde, merci beaucoup pour cet, épisode. Où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'engager la discussion avec toi, on te contacte comment?
Eh bien, on peut me contacter, sur LinkedIn, on peut me contacter par mail, mathilde@shine.fr. Voilà, je suis pas toujours la plus rapide à répondre, mais j'aime carrément, échanger sur ce genre de sujet. Sur ce sujet ou sur un autre, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais à nos auditeurs, à nos auditrices? Ouais, carrément, un podcast, qui m'a pas mal plu, ça s'appelle Canary Call de Perrine Grua. En fait, donc Perrine interroge, enfin, interviewe des personnes qui se sont mises en marche, donc sur les sujets, RSE justement, et dans leur entreprise, et comment est-ce qu'elles l'ont fait et comment ça s'est passé. Enfin, je trouve ça hyper, rassurant, parce qu'on se rend compte que, bah, enfin le sujet est énorme pour tout le monde et toujours dans ce qu'on est en train de se dire là de voilà, il faut l'avoir en tête et on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Bah, ça donne des idées très concrètes et je trouve ça hyper inspirant. OK, on mettra, les liens dans la description, également et enfin, tu connais notre tradition de passage de micro, Kevin Duchier de, Germinal t'a passé, le micro, c'est à ton tour. Est-ce qu'il y a, un ou une RH de start-up qui t'impressionne, à qui, tu aimerais passer le micro pour qu'on enregistre un épisode? Alors j'adorerais entendre, Mathilde Leger, de Sunday, qui est une boîte, qui a allez, doit avoir, 6 mois, et qui ils sont déjà à quasi 200 salariés et la problématique de, comment gérer, la création et l'expansion de ta boîte, avec une telle hyper croissance en peu de temps? Comment est-ce qu'ils gèrent ça en interne? Ça m'intéresserait beaucoup donc Et moi c'est donc. Donc je ne sais pas Mathilde si tu as, si tu nous écoutes et si tu as, le temps, mais si tu, as le temps et que tu souhaites enregistrer un épisode, tu es, la bienvenue. Bon, écoute Mathilde, c'était un plaisir d'échanger avec toi, sur ce sujet. Je vous souhaite le meilleur. On mettra aussi, dans les liens de la description, vos différentes ressources Shine pour les personnes qui veulent en savoir plus sur, les différentes choses que vous avez faites et puis, bah, moi, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et bonne continuation. Au plaisir. Merci Alexis. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour